Hi, everybody. Welcome. My name Bonjour à is tous et Selena tous, Zhang, bienvenue. Je m'appelle VP and Sylvain CEO Zhang. of Je Strategic suis la Initiatives directrice at the principale des University of initiatives Toronto. stratégiques et des partenariats à l'Institut urbain du Welcome, Canada. everybody, Je to vous this souhaite la four-page bienvenue session à cette focused on séance de developing a mobilisation strategy which pour follows the l'initiative outer ring. It's pour a l'équité sensible du funding en santé resolution qui which s'intitule tips Comment forward rédiger une Canada's demande de list of financement couronné de 100 succès, most, if not des the most, conseils pour influential déposer une première organizations. demande. The first Donc, one c'était being une des Canada's séances de had mobilisation les plus lots of populaires à la interest this time conférence around as et to the nous avons eu beaucoup d'intérêt pour cette séance. Plus de 500 personnes s'y sont inscrites. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes avec nous des quatre coins du Canada aujourd'hui. Je suis avec mes collègues Megan et Fondation communautaire du Canada, mes collègues qui sont un partenaire qui mène ce programme avec nous, ainsi que je veux remercier tous nos autres partenaires et Cities, la NCA, Mars, l'Association nationale des centres d'amitié, le réseau pour l'avancement des communautés noires, Amis des parcs, Vivre en ville et d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, je suis à Toronto, qui est le territoire traditionnel de bon nombre de nations, y compris les Mississauga de la rivière Kizzy, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Toronto est régi par le traité 13 signé avec les Mississauga de la rivière et le traité Williams signé avec plusieurs nations Anishinaabe. Donc je réfléchissais à ce que je dis sur ce territoire aujourd'hui. Je me disais que ce moment aujourd'hui, c'est un moment qui, en fait, qui parmi d'autres moments, nous donne l'occasion de réfléchir à l'histoire, aux peuples autochtones, à ces histoires de traités non respectés et de colonialisme. Ces atrocités ont été commises contre les autochtones dans l'histoire et qui sont encore commises aujourd'hui. Et notre rôle en tant que membre de la communauté, de bâtisseurs des villes, de praticiens, de professionnels, c'est de toujours penser à cette réalité, cette histoire dans notre pratique quotidienne. Il faut prendre du recul, utiliser les ressources à bon escient et tenir compte justement de cette histoire injuste pour les Autochtones et de ne pas être distrait dans notre consultation et dans l'élaboration de nos programmes. Et à tous les jours, nous devons mettre en pratique en fait cette réconciliation et c'est quelque chose qui exige qu'on s'engage dans ce sens à tous les jours, dans notre vie privée, personnelle et notre vie professionnelle. Et il faut toujours tenir compte de la résilience qui est mise en œuvre par les communautés autochtones. C'est, en fait, nous avons eu, il y a 2 semaines, une séance de mobilisation exceptionnelle, animée par Shadi, notre collègue des centres de l'Association nationale des centres d'amitié. Et il nous racontait comment tous les centres d'amitié au Canada se sont réunis pour créer des programmes locaux pour faire face à la pandémie pour leur collectivité locale. Et donc, cette séance de mobilisation a été très populaire et les séances précédentes et les séances qui sont à venir sont sur le site web de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Les enregistrements sont là. Donc, les gens disent bonjour dans la boîte de dialogue. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et lorsque vous vous exprimez, dites-nous où vous êtes, d'où vous venez, et vous pouvez en fait écrire, en fait changer la destination de vos messages à tous les panélistes, à tous les panélistes et tous les participants pour que tout le monde puisse voir vos messages. Et aussi, dites-nous si vous êtes sur un territoire autochtone, dites-nous-le dans cette boîte de dialogue. N'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue le plus possible aujourd'hui. Nous avons des employés qui gèrent le chat, la boîte de dialogue, qui vont lire vos questions, si vous avez des questions sur le programme de l'initiative. N'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue. Nous allons répondre à vos questions plus tard dans la séance aujourd'hui. Et si nous n'avons pas l'occasion de répondre à vos questions aujourd'hui, si ce sont des questions sur votre projet précis, nous allons corriger vos questions, vous envoyer le courriel du programme auquel vous pourrez écrire pour poser vos questions. Vous devez aussi savoir, la séance est diffusée en anglais et en français. Vous pouvez vous prévaloir de l'interprétation française au bas de l'écran. Et la séance sera enregistrée aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Donc, n'hésitez pas à visiter le site web de Fondation communautaire du Canada dans les prochains jours et d'envoyer le lien vers l'enregistrement de cette séance à ceux et celles qui n'ont pas pu l'avoir. Donc, avant que je passe la parole à Eva, je veux aussi vous raconter un peu l'initiative pour des collectivités en santé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est un investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir les efforts locaux
pour adapter les espaces publics en réponse à la COVID-19. Nous avons un financement allant de 5 000 à 250 000 dollars pour les projets. Et cette deuxième ronde de financement se termine dans quelques petites semaines, le 25 juin à 17 heures, heure du Pacifique. La première ronde a été très concurrentielle, très populaire. Nous avons reçu plus de 3 000 demandes de financement pour un total de plus de 300 millions de dollars. Et nous avons déjà accordé plus de 205, financement à plus de 250 projets. Une carte interactive des projets qui ont été financés est sur le site web du site web de l'initiative pour des collectivités en santé. Donc, que ce soit votre première demande de financement ou si c'est la deuxième fois que vous soumettez une demande de financement, nous espérons que cette séance de mobilisation ainsi que les autres séances de mobilisation vous aideront dans la création de votre ronde et vous donneront l'information sur les autres projets qui se déroulent d'un océan à l'autre. Donc, merci à tous et à toutes. Je passe la parole à Eva qui va continuer la séance. Merci Célina. Merci pour cette présentation, cette introduction, pour cette information sur le financement, le programme de financement. J'espère que le PowerPoint va s'afficher. Donc, oui, voilà. Ça fonctionne. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être des nôtres. Donc, moi aussi, je suis à Toronto, sur le territoire traditionnel de bon nombre de nations, notamment les Mississauga, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Wendat. Et ce sont les gens qui se sont occupés de ce territoire sur lequel j'ai le privilège d'habiter aujourd'hui. Donc, nous allons lancer la séance. Nous avons donné un titre à cette conférence, bon, qui est un peu long, mais quand même assez bon, quand même, oui. Nous avons une bonne idée comment est-ce qu'on en fait un bon projet. Donc, vous avez des projets novateurs, utiles, importants. L'idée, c'est de travailler ensemble pour traduire vos bonnes idées en projets qui se matérialisent avec succès, ou en proposition de projet qui sera couronné de succès. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez qu'une seule occasion de présenter votre idée par la soumission d'une demande de financement à l'écrit. Donc, il faut peaufiner cette demande de financement le mieux possible. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 critères clés d'une demande de financement couronnée de succès. Donc, c'est la pertinence, les résultats, la planification de la conception, les partenariats et la collaboration et la durabilité, c'est-à-dire la vision à long terme de votre projet. Ensuite, je vais entrer dans les détails de ces critères. Nous allons ensuite passer de cet aperçu un peu générique aux détails précis de la rédaction de votre demande de financement. N'oubliez pas que, en général, comme dans n'importe quel projet de financement, l'initiative évalue tous les projets en les comparant les uns avec les autres. Donc, votre projet sera comparé aux autres projets qui sont reçus dans la même catégorie de financement, dans la même ronde de financement. Et ce que vous devez savoir, c'est que vous devez expliquer votre idée de projet avec des références précises à comment les fonds que vous demandez seront utilisés. C'est l'élément le plus crucial. Dans les processus de financement concurrentiel comme celui-ci, ce n'est pas parce que vous répondez aux critères que vous aurez assurément l'acceptation du financement de votre projet. Comme je l'ai dit, c'est un processus de financement très concurrentiel. Un bon exemple, c'est dans la première ronde de ce financement de l'initiative. Nous avons reçu plus de 3 000 demandes de financement. Donc, votre capacité de démontrer que votre idée de projet, en fait, votre capacité de démontrer que votre idée est, en fait, de la présenter sous son meilleur jour, présenter, en fait, démontrer qu'elle répond aux 5 critères, c'est le meilleur moyen de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir le financement. Donc, nous allons vous donner quelques règles d'action. Il y a un interprète qui traduit nos propos en français. Vous allez au bas de l'écran Zoom, vous cliquez sur le petit globe, interprétation, choisissez la langue, le français ou l'anglais. Et Megan, moi-même ou Rupal ferons de notre mieux pour répondre à vos questions dans la boîte de conversation. Et l'enregistrement de la séance sera diffusé. Donc, parlons de ces critères, ces 5 critères. La pertinence. Donc, on ne manque pas de bons projets, de bonnes idées de projet. Et en général, idées sont là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée innovatrice et de l'apparier avec la bonne source de financement. La bonne source de financement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, premièrement, quel est le mandat de l'initiative pour laquelle vous demandez le financement? Votre proposition contribue au mandat ou à l'objectif de l'initiative pour les collectivités en santé. Est-ce que votre idée de projet aide à atteindre les objectifs
de l'initiative pour des collectivités en santé directement? Est-ce que votre idée contribue clairement au thème de cette initiative qui font partie en fait des critères? Il y a trois thèmes à cette initiative. Et en fait, quelles sont les acrobaties, pour ainsi dire, que vous devez faire pour réaliser votre projet? Plus vous devez essayer de convaincre l'initiative, plus ce sera difficile de rédiger votre projet. Les meilleures idées sont celles qui établissent un lien clair entre le but de l'initiative et votre projet. Donc, vous devez vous concentrer sur les domaines où vous avez le plus d'expérience, où vous avez peut-être déjà des partenariats, des relations avec d'autres organismes. Et ensuite, vous devez vous concentrer sur l'environnement d'application de votre projet. Évidemment, on vous encourage à rechercher des partenaires qui ne sont pas conventionnels, peut-être des partenaires qui sont traditionnellement sous-représentés dans les projets. Donc, vous devez penser à qui seront vos partenaires dans votre projet. J'y reviendrai plus tard. Un autre élément sur lequel il faut réfléchir, c'est le suivant. Est-ce que vous êtes dans les... Vous répondez aux critères de financement? Est-ce que vous devez produire des documents pour démontrer que vous êtes admissible au projet? Et pensez bien aux documents dont vous aurez besoin pour prouver que vous êtes admissible au financement du projet. Donc, vous devez obtenir ces documents pour les fournir dans votre demande de financement. Donc, la pertinence de votre projet, en fait, la pertinence d'un projet particulier, en fait, c'est le mérite de ce projet pour répondre aux objectifs de l'initiative et qui bénéficiera de votre projet. Dans ce critère, la pertinence, vous devez décrire le besoin auquel vous vous attaquez, le besoin auquel vous répondez et prouver qu'il c'est un besoin criant par des personnes qui vont bénéficier de votre projet. Donc, c'est peut-être une bonne idée, mais il faut aussi présenter que les gens qui bénéficieront de votre projet ont vraiment un besoin à cet égard. Donc, vous devez pouvoir décrire de façon succincte les éléments de votre projet, quel est le besoin auquel vous répondez, ce que vous ferez pour répondre à ce besoin, qui répondra à ce besoin et en quoi ça répondra aux objectifs de l'initiative. Vous devrez être capable de décrire cette pertinence au niveau micro et macro, avec les détails, en présentant les détails de cette pertinence. Le prochain critère, c'est les résultats. Et en fait, revenons à la pertinence. Quand vous pensez à la pertinence, il faut se pencher sur les résultats de votre projet, comment ces résultats vont aider à contribuer au mandat de l'initiative. Il y a quelques concepts dont il faut tenir compte quand on parle des résultats. Le premier, ce sont en fait les résultats à proprement parler. Les résultats sont obtenus après avoir mis en œuvre une activité, un projet donné. Ce n'est pas la raison pour laquelle on a conçu le projet ou pour laquelle vous faites une demande de financement, mais ce sont les moyens pour accomplir vos fins. Donc, ces résultats visent à atteindre un objectif plus global. Et on peut se pencher sur les chiffres ici. Mettons que j'ai créé un projet axé sur la promotion de la santé. Les résultats de ce projet sur la promotion de collectivités en santé, par exemple, pourraient être le nombre de participants qui ont participé à un atelier sur une vie saine pour les seniors. Ça pourrait être des séances d'information communautaire sur un mode de vie sain, par exemple. Donc, vous voyez, ici, on peut qualifier, en fait, on peut mesurer quantitativement le résultat. Et c'est un moyen pour arriver à nos fins. Ce n'est pas, en fait, c'est un résultat à court terme qui va amener des résultats à long terme. En fait, c'est ça, c'est l'aboutissement un peu. Donc maintenant, ce sont les résultats. Bon, maintenant pour l'aboutissement, c'est le résultat à long terme, c'est le résultat final. C'est ce que vous essayez d'accomplir par votre projet. C'est la différence entre les résultats et l'aboutissement. Donc, en utiliser, je reviens à l'exemple de projet, le résultat ou l'aboutissement peut être augmenter ou améliorer la connaissance des membres sur la vie, le mode de vie sain, réduire le nombre d'admissions à l'hôpital, par exemple. On voit la différence entre les résultats, donc c'est quelque chose de très tangible, combien de personnes ont participé à un atelier, et l'aboutissement, c'est le résultat final, global, auquel on tend. Donc, l'autre élément de ce critère des résultats et des aboutissements, c'est la gestion du risque. Avez-vous pensé aux risques potentiels sur la mise en œuvre de votre projet? Vous devriez être capable de définir les principaux risques qui pourraient
empêcher euh, d'obtenir les résultats. La probabilité qu'un risque se matérialise est un élément essentiel ici à connaître et les mesures que vous pouvez prendre pour mitiger ces risques. Les risques peuvent être opérationnels, bon, qui sont personnels, gestion d'information, la fiabilité des fournisseurs que vous pourriez avoir. Ça peut être des risques financiers, donc en fait répondre à des accords financiers, des implications judiciaires ou juridiques, des erreurs que vous feriez dans votre projet. Donc il faut connaître ces risques et comment les atténuer. Par exemple, pour revenir à notre exemple de promotion de mode de vie sain, le risque pourrait être que les gens ne participeront pas à votre atelier communautaire. Et comment maîtriser ce risque? En fait, ça pourrait être d'envoyer des invitations dans plusieurs langues, offrir des ateliers à plusieurs périodes de la journée, ou fournir ces ateliers dans une garderie, par exemple, pour rejoindre un auditoire plus large. Donc, vous devez identifier les risques et ensuite identifier des moyens. En fait, ce qu'il pourrait faire, c'est des moyens de mitiger ces risques. Dans votre demande, vous devez prouver que vous avez identifié les principaux risques ainsi que les stratégies pour les atténuer. Et dans votre proposition, vous devez aussi vous demander comment, en fait, si vous établissez un processus pour documenter les leçons apprises, les leçons positives et négatives. À l'initiative, les gens veulent savoir que l'investissement qui est fait par l'initiative, en fait, peut profiter à votre projet, mais aussi peut profiter au-delà de votre projet. Donc, c'est pourquoi vous devez communiquer les résultats de votre projet. Et donc, il faudra mesurer les résultats. Vous devez aussi mesurer, en fait, documenter les processus internes que vous avez pour identifier les risques et les atténuer. Donc, vous devez avoir un système d'archivage ou d'information dans votre projet. Vous devez aussi pouvoir identifier les responsabilités qui seront nécessaires au projet. Vous devez démontrer tout ça. Le troisième critère principal, c'est seule planification et conception du projet. Les résultats, les aboutissements que vous aurez identifiés ont besoin pour se matérialiser, ont besoin d'un projet bien planifié et conçu. Donc, il y a une façon d'indiquer la séquence des activités et les normes qui seront appliquées à votre projet pour évaluer les résultats. Donc, à haut niveau, vous devez vous assurer que votre approche est adaptée à un contexte local en tenant compte des meilleures pratiques selon le secteur ou la communauté dans laquelle vous œuvrez. Et vous devez, en fait, tenir compte de l'expérience vécue et tenir compte du contexte de la collectivité de façon globale. Donc, il y a bon nombre d'écoles de pensée sur la façon d'exprimer ces éléments. Vous pouvez faire une description narrative des phases, des tâches à réaliser dans le projet. Vous pouvez utiliser en fait des puces, une liste de choses ou une combinaison des deux. Mais votre façon de faire tout ça doit être fait en fait, selon certains éléments. Vous devez inclure les phases globales, c'est-à-dire gérer les tâches à réaliser dans votre projet. Donc, ça pourrait être des tâches comme lancer le projet, obtenir une formation sur la conception de projet ou fournir une formation sur la conception de projet. Mais chaque phase doit être reliée justement aux objectifs de votre projet. Et ensuite, il y a des tâches à faire. Ce sont les activités. Le travail que vous faites dans votre projet, dans chacune des phases, c'est de livrer le projet. En bout de ligne, ces deux phases, les tâches doivent être associées à une ligne du temps, un calendrier. Il faut qu'il y ait un calendrier bien établi et vous devrez comprendre comment les tâches s'inscrivent dans cette ligne du temps, ce calendrier, et sont liées les unes avec les autres pour vous assurer qu'une tâche est terminée avant que la prochaine puisse commencer. Ce type de travail, vous voyez, en fait, ce calendrier doit tenir compte des exigences plus vastes et doit tenir compte de la période de l'année dans laquelle il sera exécuté. Donc, si vous demandez du financement, le financement, les règles du financement exigent que le projet se déroule sous 12 mois et vous avez l'intention d'aménager un ruisseau, réaménager le lit d'un ruisseau ou de créer des jardins communautaires, eh bien, si
En fait, est-ce qu'il fera trop froid l'hiver pour le jardin? Est-ce qu'il fera trop chaud l'été? Est-ce que les plantes vont mourir? Est-ce que l'hiver, vous n'aurez pas accès aux ruisseaux que vous voulez aménager? Donc, il faut tenir compte des limites matérielles, physiques et naturelles pour votre projet. Et enfin, vous devez aussi penser à comment ces activités sont interreliées. Une tâche peut être dépendante d'une autre et comment ces interdépendances peuvent en fait, jouer un rôle dans le projet. Ça fait partie de l'atténuation des risques. Et ensuite, le dernier élément, c'est les coûts associés à votre projet. Ça, c'est le budget. Donc ça, c'est très important. C'est important de lire les règles budgétaires du fonds. Est-ce que toutes les dépenses que vous prévoyez dans votre projet sont admissibles au fonds de l'initiative? Devez-vous ajouter des fonds provenant d'autres sources? Et comment est-ce que le fonds veut que ce budget soit ventilé? Donc ensuite, comment est-ce que vous démontrez tout ça? Comment est-ce que vous utilisez le budget qui vous a été affecté? Est-ce que votre approche de projet va atteindre des rendements importants pour le projet, des rendements appropriés? Est-ce que vous maximisez les ressources que vous aurez? J'espère que vous voyez comment ça s'inscrit dans ce troisième critère, là, comment la pertinence des résultats, les aboutissements s'inscrivent justement dans cette planification, conception, et comment tout ça est interrelié. Donc, le quatrième critère, ce sont les partenariats et la collaboration. Donc, les défis importants ont besoin de partenariats importants. Et il y a bon nombre de problèmes systémiques qui exigent une collaboration intense, qui est vaste. Donc, il y a bon nombre de façons de, de créer des partenariats et de collaborer. Ça peut être des partenariats locaux ou nationaux. Donc, vous devez déterminer de quelle façon vous voulez collaborer. Par exemple, quand on pense aux partenaires locaux possibles, il faut tenir compte de certains éléments. On peut engager des partenariats avec les populations sous-représentées. Quel est le rôle de vos partenaires? Est-ce que ce rôle est équitable? Est-ce que tout le monde prend part aux décisions, à la prise de décision? Comment est-ce que vous allez attribuer les tâches et comment ferez-vous pour gérer les droits d'auteur? Est-ce que tous les partenaires ont accès au matériel du projet et aux ressources? Est-ce que le budget est affecté, fourni aux partenaires également? Est-ce que vous êtes financé pour votre travail, mais eux, vos partenaires, travaillent bénévolement? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Vous devez répondre avant d'établir ces partenariats, cette collaboration. Pour ce qui est de la mobilisation communautaire, on ne parle pas de partenariat pour livrer votre projet, mais des partenariats avec les bénéficiaires de votre livre. Sufficiently into your project design, or are you leaving it as an afterthought of something you'll do if you're successful? For example, if your idea is to promote outdoor winter participation in a community, have you planned to talk to community members about what is holding them back from participating in winter outdoor activities? What would they like to see in their community in winter months? So your project history then has to consider local context, local wants, cultural history, the impact that your idea will have on the local community. It has to consider that key stakeholders, so that's local authorities or other levels of government or key community groups, support the project and its relevance locally. And it needs to be really conscious of the legacy of your project moving forward beyond the time in which you will be involved. And that brings us to my last building block that I'll speak about, which is around sustainability. So on that note of the legacy of your project moving forward, beyond the time frame in which you are delivering it, this building block really refers to how you see your project idea sustaining itself when funding support ends. While I absolutely acknowledge that sustainable results often depend on continued availability of human, financial, or physical resources, your proposal to any funder should include some sort of strategy that can demonstrate how these resources will be sustained after the project is, formally wrapped up and completed. And I suppose there's some instances, but I would imagine they're quite rare, why that is not necessary. So one element of idea sustainability is local ownership
for the project concept. Does the idea respond to the needs, priorities, and approaches identified by the local community? And that really builds on that community engagement piece, as I was previously talking about. And if it does, can that local community sustain the project once your involvement in it wraps up? Fundamentally, it means that local partners and community members believe in the project to such a great degree that they're willing to take responsibility for its success into the long term. This ownership is often really dependent on the capacity of local partners and participants to eventually assume responsibility to maintain the project functioning and that long-term outcomes are achieved. And your proposal should speak to the project's long-term objectives to improve or reframe skills and capacities within the local community. And there's different ways to build that capacity. You can offer opportunities for learning by doing throughout the project. You can offer training and technical assistance. You can offer opportunities for networking and knowledge exchange, investments in building up community support and organizing community, and the development of specific resources and tools to raise capacity. So now that I've gone over these large theoretical building blocks, I'll hand it over to Donc, maintenant, nous avons parlé de ces 5 critères, la durabilité aussi. Donc, la durabilité, nous allons parler des détails en fait, comment exécuter tous ces éléments. Bon, pour la durabilité, votre projet doit être durable long terme. Quand vous aurez terminé votre projet, qu'allez-vous faire? Est-ce que votre projet va vous survivre? C'est ça qui est important. Donc, vous avez une idée. Vous avez une idée qui peut devenir un projet, qui peut être évalué par quelqu'un qui ne connaît pas votre projet ou vos idées. Vous devez rendre les choses très claires pour tout le monde. Donc là où j'aime commencer, c'est d'établir un plan de travail pour le projet. Mais en fait, mes amis me disent que je ne suis pas pratique du tout et que je suis très mauvaise dans la planification. Mais bon, c'est pourquoi j'ai établi un plan de travail. Donc, on peut appeler ça un calendrier de projet. On peut utiliser des logiciels très complexes pour créer votre plan de travail ou en fait une feuille de papier ou un document. Donc, nous allons travailler en fonction de... En fait, vous devez vous concentrer sur vos forces. Qu'est-ce que vous avez? Quels sont les outils à votre disposition? Donc, j'aime commencer par énumérer les phases, tâches et les résultats clés dans l'ordre où vous pensez. C'est sûr que ce type de plan sera différent d'un projet à l'autre, mais il faut établir un plan qui est accepté par tous les partenaires d'un projet. Quels sont les éléments de conception, de communication, peut-être une phase de révision du projet, et ainsi que des leçons apprises. Donc, vous allez établir un calendrier, des interdépendances et déterminer quelles tâches seront exécutées quelle semaine, une semaine après l'autre. Peut-être que certaines tâches devront être mises sur pause ou réalisées pendant les vacances, par exemple, ou pendant Noël, pendant en fait les jours fériés. Donc, ensuite, vous devez prévoir les réunions clés. Certaines personnes seront souples, d'autres personnes auront besoin d'un préavis longtemps d'avance pour être disponibles à vos réunions, par exemple. Vous allez ensuite vous pencher sur les risques. Donc, il faut être prêt à la réalité dans les projets. Donc, vous allez peut-être avoir une vision. En fait, il ne faut pas porter de lunettes roses. Des fois, vous allez vous dire que tout ira bien, mais il faut prévoir le pire parfois. Ensuite, il faut prévoir les ressources en personnel et le temps nécessaire par le personnel. Ça vous permettra de calculer votre budget. Combien d'heures de travail seront nécessaires pour réaliser le projet? Vous pouvez en fait estimer coûts d'opération, il y aura des impôts à payer, des taxes à payer, des salaires à payer et combien d'heures de travail à payer. Donc, c'est à vous de déterminer les priorités. Donc, même si l'initiative ne vous demande pas de présenter un calendrier détaillé de projet, c'est toujours très utile. Ça vous donne beaucoup d'informations sur tout le projet en une page, sur une charte bien détaillée. Peut-être que vous allez vouloir vous concentrer sur certains éléments du projet à l'étape de la conception. L'information se trouve justement sur cette espèce de calendrier ou cette charte du projet.
Donc, ça peut être très utile lorsque vous cherchez de l'information ou ça peut être très utile lorsque vous aurez d'autres partenaires qui participent au projet avec vous parce qu'ils auront cette information détaillée qui sera déjà préparée pour eux. Donc, prochaine diapo, je vais parler des embûches et des difficultés courantes dans la planification d'un projet. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de mon organisation. L'organisation s'appelle ECLAY. C'est le Conseil international pour les initiatives écologiques locales. Nous travaillons ici, je travaille ici depuis 20 ans. ECLAY Canada existe depuis 20 ans. On fait beaucoup de levées de fonds et je rédige environ 12 propositions de projets, demandes de financement par année. Ça fait des centaines de demandes de financement que je rédige et nous travaillons avec des partenaires. De temps en autre, on se retrouve sur des comités d'évaluation de demandes de financement. Pas pour l'initiative canadienne pour la santé, mais pour d'autres initiatives, pour d'autres projets de financement. Et c'est de là que je tire mon expérience sur les embûches et les difficultés courantes. Le premier défi, c'est l'alignement. Est-ce que votre projet se tient logiquement? Est-ce que vous essayez de faire entrer un carré dans un cercle? Donc, il y a une variété de projets, c'est pourquoi il y a une variété de sources de financement. Donc, quand vous travaillez sur un projet de financement précis, qui a des règles bien claires, vous devez vous adapter à ce projet. Donc, peut-être que quand vous répondez à un appel de proposition qui a des critères bien définis, vous assurez que vous répondez à ces critères. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que j'essaie de, de faire financer un projet qui a été conçu pour une autre réalité, dans un autre contexte, ou est-ce que mon projet est réellement adapté à l'initiative? Donc, si il est adapté, vous aurez plus de succès. Si votre projet va aider les gens à contrer les impacts de la COVID, vous devez le prouver, vous devez le dire. Comment? Parfois, en fait, les gens qui ont déjà un projet, qui veulent adapter un peu à un programme de financement bien précis, en général, n'ont pas grand chance de se faire approuver. Donc, bon nombre de personnes se posent la question, quels organismes sont admissibles? Dans la plupart des projets, euh, c'est très important. Donc, quelle est l'entité sur laquelle on demande le financement? Euh, Parfois, les partenaires qui vont travailler avec vous ne savent pas qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas admissibles. Donc, les organismes lucratifs et à but non lucratif ne sont pas dans la même catégorie. Et aussi, si que vous vous situez du côté du Canada ou des États-Unis, d'un côté ou de l'autre de la frontière, votre définition d'un organisme admissible sera différente. Et les critères d'admissibilité sont très clairs. C'est écrit noir sur blanc. Et il n'y a aucune souplesse à cet égard. Pas besoin en fait, de lancer en conjecture. C'est écrit très, très clairement. Donc, aussi, c'est un peu un autre critère, c'est un petit peu c'est peut-être étrange de le dire, mais le titre de votre projet peut avoir un effet sur le résultat. Donc, vous devez vous poser la question, qui va bénéficier de votre programme? Et c'est un projet qui pourrait durer beaucoup plus longtemps que ce que vous prévoyez. Donc, le titre est important. Il y a certains projets qui ont un titre qui était très adapté, en fait, tout à fait désigné au début, mais après plusieurs années, ce n'est plus un titre approprié. Donc, vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que le titre est approprié à court et à long terme? Ensuite, l'importance du projet ou le besoin pour votre projet. Souvent, les gens vont sauter sur une bonne idée et ils croient que c'est une bonne idée, mais ils n'ont pas encore démontré le besoin pour leur projet. C'est pas parce qu'on peut présenter un projet qu'on devrait le faire. Est-ce que ce projet a déjà été réalisé par un autre organisme, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est différent dans votre projet? Comment allez-vous faire votre projet? Et nous, ici, nous voulons faire quelque chose de nouveau et de novateur qui est axé sur les connaissances existantes, qui tire parti des connaissances. Donc, vous devez vous interroger sur la direction de votre projet et de l'évolution de ce projet à l'avenir. Et aussi euh, l'engagement communautaire, la mobilisation communautaire. Souvent dans les projets, je vois un manque de lien avec la communauté. C'est un problème courant. Il y a des projets qui se déroulent pour la communauté, mais pas en collaboration avec la communauté.
Ce n'est pas spéculatif, ça doit être dit clairement. Il faut mettre en jeu les membres communautaires, la communauté. Il faut déterminer quel budget est affecté pour soutenir cette mobilisation communautaire et le budget devrait représenter. En fait, vous devez nous indiquer quel est le budget total de votre projet, même si l'initiative ne financera pas tout votre. Une autre difficulté grande, c'est le leadership ou l'absence de cadre décisionnel clair. Comment est-ce qu'on prend les décisions? Qui et quand est-ce qu'on ou comment est-ce qu'on résout les conflits? Qui va le faire? Prend les décisions? Il faut s'assurer que les partenaires connaissent leur rôle et que la relation est clairement décrite avant le projet. Il faut s'assurer que vos relations entre partenaires sont solides et qu'il y a un moyen de gérer les différends. Ça nous mène à la gestion du risque. Je suis surprise parfois quand je vois à quel point on met cette question de côté. La gestion du risque est centrale. Vous devez écrire quels sont vos risques dans votre proposition. S'il y a des obstacles auxquels pourrait faire face votre projet, il faut le dire. Ça démontre votre expérience dans votre domaine, votre expertise et votre professionnalisme. On ne veut pas mettre l'accent sur l'absence de risques ou d'obstacles, mais sur votre résilience et votre capacité à gérer ces risques. Ensuite, la mesure des progrès et la révision de compte ou la production de rapports, c'est une autre difficulté courante. Comment allez-vous mesurer si vous avez atteint vos objectifs? Avez-vous des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de vos résultats? Et avez-vous un moyen de communiquer vos résultats? C'est une tâche qui doit être faite. Ce n'est pas quelque chose qui arrive magiquement, de façon magique à la fin du projet. Donc, obtenir de l'information, recueillir des données, c'est une tâche importante dans votre projet. Et ensuite, le budget. Il y a des dépenses inadmissibles au projet, vous devez en tenir compte. Assurez-vous que vous n'incluez que les dépenses admissibles. C'est un critère d'admissibilité. Donc, vous devez passer en revue votre budget. C'est une compétence spécialisée. Vous avez du personnel des finances dans votre projet. Je vous recommande de les faire participer. Parfois, ils ne sont pas mis à contribution avant le commencement d'un projet, mais il faut justement le faire. Ces personnes des finances doivent se pencher sur votre projet avant le commencement du projet. Oui. Quelques conseils et quelques astuces. Premièrement, passez en revue toute la documentation avant de préparer votre demande. Il y a plusieurs documents qui vous sont fournis, pas seulement le formulaire de demande. On a tendance à se lancer pieds joints et à commencer à écrire et à se pencher sur les priorités. Parfois, en fait, il faut déterminer aussi les éléments de votre projet à couvrir dans les différentes sections de la proposition. Les gens ont tendance à écrire les bonnes choses au mauvais endroit dans le formulaire de demande. Et penchez-vous aussi sur les critères d'évaluation qui ne sont pas clairement indiqués dans le formulaire de demande. Et parfois, vous allez trouver des incohérences dans nos documents. C'est normal. Ils ont été rédigés par des êtres humains, encore une fois. Ça vous donne l'occasion de communiquer avec nous pour obtenir des éclaircissements. Ensuite, on veut organiser. En fait, on ne peut pas tout présenter le projet dans la première page. Donc, quand je dis lisez tous les documents avant d'écrire la demande, réviser ou regarder les autres projets. Qu'est-ce qui a déjà été financé? Est-ce qu'il y a des projets identiques aux vôtres? Si c'est le cas, ça va vous demander de réviser votre projet. Comment est-ce que les gens qui ont soumis d'autres projets auxquels vous avez accès ont répondu à certains problèmes, ont présenté leurs projets? Donc, vous devez vous pencher là-dessus aussi. Vous devez confirmer par écrit les relations de partenariat que vous avez. Laissez vos partenaires s'exprimer d'eux-mêmes en apposant leur propre signature. Demandez des lettres de soutien tôt dans le processus pour prévoir du temps pour la signature. Parfois, obtenir une signature sur une lettre, ça peut prendre des semaines parce que c'est importante. Donc, commencez tôt. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir demander d'obtenir de signature avant de soumettre votre demande. Donc, écrivez un résumé succinct pour que vos partenaires aient une idée de ce qu'on leur demande. Et ensuite, prévoyez du temps pour la révision de votre demande par vos collaborateurs.
présenter votre demande de financement à quelqu'un qui ne connaît pas votre projet. Si vous êtes comme moi et vous lisez même chose à cœur de jour, vous arrêtez de voir. Vous arrêtez de voir les erreurs, vous arrêtez de voir les incohérences. Donc, faites intervenir quelqu'un à l'extérieur de votre projet. Et ensuite, prévoyez du temps pour le téléversement de votre demande. Je travaille dans Word en général. Et ensuite, il faut téléverser les documents sur le portail. Prévoyez du temps pour le téléversement de vos documents, la révision de vos documents, correction de certains détails. Donc, j'ai connu plusieurs projets qui ont été soumis en retard ou qui n'ont pas respecté la demande, la date butoir pour la présentation de leur projet parce qu'il y a eu des problèmes techniques à la dernière minute où le serveur a fonctionné, l'ordinateur ne fonctionnait plus. Donc, c'est ce genre de questions techniques qui peut être très frustrant. Donc, voici les ressources clés qui sont à votre disposition. Bon nombre de vos questions trouvent réponse dans ces documents. Donc, prenez le temps de les lire, de les éplucher avant de remplir votre demande. Il y a le formulaire de demande, le guide de demande, le guide sur l'équité. Il y a aussi les critères d'évaluation et un glossaire. Donc, les critères d'évaluation sont indiqués. Il y a aussi un modèle de budget. Il y a aussi un modèle d'entente pour une relation de partenariat ou d'intermédiaire. Il y a une vidéo capture d'écran pour le processus de demande et un enregistrement du lancement du projet. Donc, prenez le lire ces documents. Si vous avez vous trouverez probablement les réponses ici. Alors, notre personnel répond à beaucoup de questions. Vous n'aurez pas nécessairement la réponse rapidement si vous faites appel à nous directement, mais vous allez peut-être trouver la réponse dans un de ces documents. Donc, prenez le temps de les lire. Je crois que ça m'amène à la fin de ma présentation. On peut avoir une question. Je voulais vous dire bonne chance. J'espère que ces 5 frères sont frères vous aideront à écrire rédiger votre demande de financement, que ce soit la première fois ou pas la première fois que vous sentez une demande de financement. J'espère que ça vous a été utile. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Donc, c'était très exhaustif et j'ai déjà vu des commentaires très positifs dans le dialogue sur la valeur et la pertinence de l'information qu'on vient de recevoir. Je voulais tenir une séance de questions. Un bon nombre de bonnes questions ont été posées dans la boîte de conversation. Certaines ont trouvé réponse déjà, mais il y en a d'autres qui sont très intéressantes et d'ordre, qui pourraient bénéficier aux autres. La première, une question sur les résultats, l'évaluation et la production de rapports. Je sais que je vous pose une question générale et que divers programmes de financement auront diverses règles, mais est-ce qu'on peut inclure les dépenses engagées pour l'évaluation du projet dans la demande de financement? Si quelqu'un veut s'assurer, en fait, est-ce que les gens peuvent recevoir une compensation pour le temps que ça leur prend à soumettre leur demande de financement? Je dirais, si vous intégrez ces tâches de préparation de la demande dans votre projet, si vous allez organiser une demande dans un et une méthode de calculer vos résultats, c'est de compter le nombre de participants. Dans un parc, par exemple, vous pourrez demander aux gens de s'inscrire pour obtenir le nombre de participants, demander aux gens de répondre à un questionnaire simple, demander aux gens, leur genre, un pronom de genre. En fait, ça peut vous donner une idée du nombre de personnes qui ont fait l'événement. Donc, un bon nombre d'actions qui n'exigent pas de budget supplémentaire. Si vous intégrez ça dans votre demande de financement, ça va indiquer à l'initiative que vous êtes prêt à faire des choses, à être créatif pour calculer vos résultats, plutôt que d'embaucher un évaluateur professionnel qui va coûter de l'argent et qui n'est pas nécessairement une dépense admissible. Donc, pensez à des façons de faire les choses de façon créative, de façon à indiquer comment vous allez élaborer votre projet.
Et par exemple, mettons, vous organisez un événement où il y a du canotage ou du kayak. Combien de personnes ont participé? Combien de personnes de moins de 18 ans ont participé à cet événement sur la rivière? Combien de personnes de plus de 50 ans ou de 30 ans? Donc déjà, en recueillant des données très simplement, vous démontrez que vous obtenez, en fait, vous présentez un rapport sur les résultats. Vous présentez votre connaissance justement de votre projet, de la façon de, en fait, de diffuser, divulguer vos résultats. Je voulais ajouter que parfois, si vous avez la capacité de fournir du support pour votre projet, en fait, dans vos ressources organisationnelles, et apporter ce soutien au projet, l'initiative voit ça d'un bon œil. Vous demandez du financement, mais vous pouvez déjà soutenir le projet sans ajouter de ligne budgétaire. Eh bien, c'est bien vu du projet. Donc, parfois, vous allez être capable d'intégrer certains éléments d'évaluation du projet dans votre organisation, ou peut-être que l'organisation peut mesurer la réussite de votre projet. C'est ce que vous pouvez indiquer dans votre demande de financement qui est très bien vu de la part des évaluateurs de l'initiative. Oui, une question qui revient souvent. Étant donné la quantité de projets différents, de demandes de financement qui sont apportées, vous, individuellement, comment évalueriez-vous ces facteurs? C'est-à-dire, comment pondéreriez-vous le temps de travail, les divers facteurs qui entrent en jeu dans la réalisation du projet, les ressources qui sont affectées au projet? Oui, j'étais justement en train de je voulais en parler, répondre à cette question. C'est quelque chose que je fais à cœur de jour. Donc, pour moi, il y a 3 piliers. Il faut ménager la quantité d'argent qu'on demande par rapport à notre organisation, parce que ce montant de dollars, le montant d'argent, 250 000 c'est peut-être 5 ans de budget, ou dans d'autres projets, dans d'autres organisations, c'est un seul projet. La quantité de temps que vous allez nécessiter, et ensuite la probabilité de réussite. C'est le ratio entre ces 3 éléments que vous devez équilibrer, et ensuite décider si vous allez soumettre une demande de financement. Et la question du temps, en fait, je ne peux pas y répondre. Bon, je vais pas prendre. Si, je peux pas vous dire, prenez un maximum de 6 heures ou de 60 heures pour remplir votre demande de financement. Je ne sais pas, ça dépend. Et ensuite, il y a un certain seuil que chacun a, en fait, en fonction des choses le temps qu'on est prêt à investir dans nos projets. Mais si ce que vous demandez serait 1 an de financement pour votre organisation, ça vaut la peine d'investir plus de temps dans votre demande de financement. Si vous demandez un financement qui couvrirait à peu près 3 mois de dépenses salariales dans votre organisation, peut-être que ça ne vaut pas la peine de passer trop de temps sur cette demande de financement. Oui, vous devez en parler avec vos membres avant. Est-ce que c'est le bon financement pour nous? Est-ce qu'il y a une probabilité qu'on obtienne un financement sur l'initiative? En fait, je crois que c'est quelque chose qui dépend au cas par cas. Si vous décidez, si vous décidez que en fait, si vous n'êtes pas certain, vous devez avoir un processus pour décider si vous allez soumettre une demande de financement. Et je suis certaine que tous vos projets sont différents, évidemment. Donc, ça dépend de la valeur du projet, de ce que vous demandez et de ce que ça vaut pour votre organisation. Si ce projet est important pour votre organisation et votre localité également. Si vous dites oui à tout, vous devez vous poser des questions. Et des fois, on essaie de déterminer qui d'autre pourrait soumettre une demande. Quelqu'un a posé la question, comment savoir qui est notre concurrence? Je n'aime pas vraiment le dire ainsi, mais quelles sont les façons créatives de déterminer qui d'autre soumet des projets similaires? Donc, il faut comprendre le contexte de notre demande pour déterminer s'il y a un projet qui est semblable au nôtre, et s'il est en concurrence avec le nôtre. C'est une question que je me pose tout le temps. S'il y a de la concurrence, il y a 2 choses auxquelles je pense qui m'aident vraiment. Je parle de la concurrence. Premièrement, ce sont les professionnels. Dans les réseaux professionnels, on peut poser des questions. Je le fais tout le temps. Les gens veulent partager leur expérience avec les autres. Si vous êtes dans une communauté de praticiens ou praticiennes, vous faites partie d'un réseau professionnel, il y a un moyen d'obtenir le pouls de la situation, le pouls du marché, pour ainsi dire, de la part de vos collègues professionnels. L'autre chose que je voulais dire, c'est si c'est une initiative qui fonctionne sur un cycle de financement, penchez-vous sur les projets qui ont été financés dans le passé. Ça donnera une idée de la taille des projets, de la capacité des projets, de toutes sortes de détails.
Je crois que c'est le meilleur moyen de vous informer parce que ça vous permet de comprendre comment, en fait, comment les critères d'admissibilité ont été appliqués et comment ils sont liés à projets qui ont été acceptés et à l'élection des projets. Et comment les personnes qui ont demandé du financement sous ces initiatives ont interprété les critères d'admissibilité. Ça vous donne beaucoup d'informations utiles. Je vois dans la boîte de dialogue que nous avons des personnes qui font leur première fois demande de financement, ainsi que d'autres qui ont déjà soumis des demandes de financement et qui ont l'expérience de ce type de processus. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est en train de rédiger une demande de financement pour la première fois et qui sont inquiets, en fait, qui ne sont pas très sûrs d'eux, qui sont inquiets en fait de leur style de rédaction, qui envisagent d'embaucher quelqu'un pour soumettre une demande de financement? Est-ce qu'ils devraient le faire eux-mêmes ou faire appel à un professionnel? Je crois que la clé, c'est de ne pas perdre confiance en soi, même si vous n'avez pas l'habitude de rédiger tous les jours. Donc, levez la tête, dites que vous êtes l'expert de votre projet. Vous savez pourquoi c'est une bonne idée. Vous êtes l'expert de la solution que vous amenez de la localité. Vous êtes l'expert de ce que vous voulez réaliser. La clé, c'est de lire tous les documents que nous avons fournis sous l'initiative pour des collectivités en santé et de comprendre tout ça. Et moi, je ne m'inquiéterais pas écrire ça dans un style académique ou dans d'une agence de marketing. Ce n'est pas important. Présentez votre projet, présentez les faits et par la plume de votre passion, la passion qui vous motive à présenter ce projet. Ça, c'est au cœur des choses. Et c'est un processus ou un projet de demande, projet de financement très concurrentiel. Et ce sont les gens qui réussissent à communiquer leur passion, la raison pour laquelle ils veulent réaliser ce projet. Ce sont les gens qui ont le plus de chances d'obtenir le financement. Donc, concentrez-vous sur ça et non sur des choses secondaires. Vous avez le budget, eh bien, pas embaucher quelqu'un. Mais est-ce que cette personne a autant de passion que vous pour votre projet? Vous allez toujours devoir mettre la main à la pâte vous-même, puisque c'est vous qui êtes le porteur du projet. Et ensuite, je crois que la clé ici, c'est l'idée. C'est peut-être que vous aurez besoin, peut-être que vous écrivez très mal. Faites appel à votre cousin, votre voisin qui va pouvoir corriger les fautes de grammaire potentielles dans votre texte. L'important, c'est la passion. Donc, j'ai eu des expériences où on utilisait des modèles de projets, et des modèles de texte. Je crois que c'est très spécifique. Donc, c'est sûr qu'il y a un processus à respecter quand on soumet une demande, quand on rédige un texte. Si vous trouvez que l'initiative demande un certain niveau de rédaction, ce sera difficile si vous n'avez pas de formation ou d'expérience en demande de financement. Je crois que vous devez en fait mettre en balance ce qui est exigé par l'initiative et ce que vous êtes capable de faire. Si vous croyez que vous n'avez pas les capacités, des organismes qui peuvent vous aider à vous soutenir dans votre demande de financement, dans la présentation de votre demande. Donc, vous devez déterminer ce qui est approprié. Donc, vous devez déterminer si vous allez en fait vous reposer sur des mécanismes de soutien ou vous attaquer à la tâche avec vos propres. Donc, il y a des gens qui sont des jurys ou des comités d'évaluation de projets qui ont lu des milliers de projets. C'est votre cas. Est-ce que vous avez vu quelque chose, appris quelque chose qui vous aurait aidé en tant qu'organisateur de projet? Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que font les gens sans s'en rendre compte, mais qui sont évidentes quand on lit une demande de financement? En fait, un œil courant, dont je suis coupable, c'est de présumer que tout le monde sait de quoi on parle. En fait, ça m'arrive souvent. Pour moi, c'est clair dans mon esprit, mais ce ne l'est pas pour les autres. Et ça, c'est pertinent quand vous allez
lier votre projet, la pertinence de votre projet à l'objectif visé par l'initiative. Oui, je veux faire ça. Il y a des activités de promotion à faire. Je veux lier ça et utiliser ce fonds, utiliser cette initiative de financement. Pour vous, c'est clair, mais ça doit être expliqué clairement à l'évaluateur, qui n'est peut-être pas un spécialiste dans les changements climatiques et les environnements de vie sains ou donc, c'est clair pour vous, mais pas nécessairement pour les autres. Vous devez établir le lien clairement. Donc, dites-vous, personne qui va lire votre demande de financement est un expert en gestion des programmes de climat, mais ne connaît pas la manière dont vous traitez. Donc, ce sont peut-être des personnes qui n'utilisent pas les mêmes mots, la même terminologie que vous. Peut-être que vous employez des mots qui sont très connus des évaluateurs. Donc, si vous avez des mots techniques qui sont bien connus des experts, essayez d'écrire de façon plus simple pour qu'une personne comme moi, une néophyte dans votre domaine, puisse comprendre et bien évaluer votre projet qu'il soit présenté sous son meilleur jour. Et qu'en pensez-vous? Je crois que les comités d'évaluation sont soumis à un maximum de projets à accepter. Ils doivent prendre des décisions. Et s'ils ont l'occasion de faire un projet, en fait, ce n'est pas parce que vous n'obtenez pas le financement que c'est un échec. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer. Si vous pouvez le faire, faites-le. Essayez d'améliorer votre demande de financement. Quand une initiative est nouvelle, elle vient de sortir de la boîte, tout le monde soumet une demande de financement. Et ensuite, il y a d'autres projets qui s'ouvrent. Vous aurez l'occasion de présenter votre projet ailleurs. Donc, si vous êtes refusé, ne considérez pas ça comme un refus de votre idée. Le comité d'évaluation doit prendre des décisions et peut-être qu'il misait sur une certaine représentativité des projets ou il devait en fait favoriser certaines régions géographiques qui sont sous-représentées dans le financement. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes refusé que votre projet est mauvais. Et nous avons vu certains projets, en fait, les projets qui sont actifs. Et en fait, ce sont les projets où on fait plus que ce qui est demandé. Peut-être que vous n'avez pas besoin de lettre de demande dans l'initiative, mais si vous obtenez une lettre, de toute façon, de quelqu'un qui dit « Moi, je suis fermier ou jardinier local ou je suis un sans-abri local », et vous demandez à ces personnes de vous soutenir, ça peut être très valable. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais si vous avez des moyens de montrer comment votre idée novatrice répond aux critères d'habilité, que ce soit sous la forme d'une lettre d'appui ou une citation dite par quelqu'un de la collectivité en faveur de votre projet, ça peut être utile. Essayez de sortir des sentiers battus. S'il y a 12 critères, j'essaierai d'avoir 12 critères. Non, ne vous limitez pas à 6 critères. Vous devez en faire plus. Établir un lien clair entre l'initiative et ce que votre projet peut faire. Donc, j'allais dire, oui, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis non plus. C'est beaucoup de choses à faire, beaucoup d'informations. Et ça semble, en fait, ça fait penser à un marathon, mais on y va une étape à la fois. Une étape, vous en faites un peu plus à chaque jour et à la fin, vous allez couvrir tout ce marathon et y arriver. Merci. Ce serait bien d'avoir plus de temps, mais je vois qu'il y a plein de questions qui déferlent dans la boîte de dialogue. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions sur l'initiative pour des collectivités en santé, nous allons mettre le courriel de l'initiative dans la boîte de conversation. Donc, prenez ce lien. Vous pouvez écrire à cette adresse où nous allons répondre à vos questions. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Merci à nos panélistes de nous avoir donné toute cette très valable, très bonne information. Il y aura une session le 10 juin, ce jeudi, animée par Vivre en ville. Ce sera en français. Il y aura un interprète vers l'anglais pour ceux et celles qui ne comprennent pas le français. Si vous avez des questions, vous voulez participer à une ou l'autre de ces séminaires, écrivez-nous. Et il y a un sondage que nous allons afficher à l'écran pour obtenir votre opinion rapidement sur la séance d'aujourd'hui. Je veux remercier Megan et Eva, encore une fois, nos partenaires des Fondations communautaires du Canada et nos partenaires qui nous ont donné cette présentation sur la façon de rédiger une demande de financement. Il est 3 heures, donc c'est la fin. Et on se revoit jeudi. Merci. Merci Rupal. Merci, au revoir.